Chères étudiantes et chers étudiants, bonjour. Donc, on va continuer sur le deuxième chapitre, nutrition minérale des plantes supérieures, bien sûr toujours dispensé pour les étudiants en filière SVI, semestre 4, module physiologie végétale, bien sûr toujours à l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah, faculté des sciences d'Al-Mehgaz de Fès. Donc, rappelez-vous, on s'est arrêté la dernière fois au troisième paragraphe sur les rôles métaboliques des éléments minéraux essentiels. Donc, on va voir trois sous-paragraphes, plutôt quatre. La mobilité des éléments essentiels, le concept des concentrations critiques, les symptômes liés aux carences minérales, et puis on finira par quelques traitements des déficiences en éléments minéraux, c'est-à-dire la fertilisation. Donc, troisième paragraphe. Rôle métabolique des éléments minéraux essentiels. Premier sous-paragraphe, la mobilité des éléments essentiels. Donc sur ce tableau, on a deux colonnes, comme vous le voyez. Sur cette colonne, on a tous les éléments minéraux essentiels mobiles. Et sur celle-là, cette colonne, on a les éléments minéraux essentiels immobiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des éléments qui sont classés en fonction de leur mobilité au sein de la plante et de leur tendance de translocation, c'est-à-dire de transport pendant les carences. Quand il y a une carence au sein de la plante, c'est-à-dire la plante ne trouve pas l'élément minéral au niveau du sol pour le prélever à partir de ses racines, elle va manifester des symptômes de carence qu'on va voir sur le troisième paragraphe de ce chapitre. Et donc, elle va transloquer normalement les éléments mobiles des parties ou des feuilles âgées vers les feuilles jeunes qui sont en croissance. Par contre, les éléments qui sont immobiles, ils ne peuvent pas être transloqués facilement au sein de la plante. C'est ce qu'on va voir donc avec les symptômes de carence aiguë rapportés à un élément essentiel particulier dépendent du degré avec lequel l'élément peut être mobilisé des feuilles âgées vers les feuilles jeunes. Donc, certains éléments tels que l'azote, le phosphore, le potassium, donc toute cette liste que vous voyez ici, peuvent facilement passer d'une feuille à une autre, donc notamment des feuilles âgées vers les feuilles jeunes. Par contre, le bore, le fer, le calcium, le cuivre, le soufre, etc., sont relativement immobiles dans la plupart des espèces végétales et donc ils ne sont pas mobilisés, ils ne sont pas transloqués d'une partie de la plante vers une autre partie. Donc, comme vous le voyez sur ce schéma, pour par exemple l'azote, qui est donc contenu dans les acides aminés, va être donc transloqué et transporté, donc immobilisé des feuilles âgées vers les feuilles jeunes en croissance. Donc, toujours les feuilles âgées, vous le savez, sont situées vers la base de la tige et les feuilles en croissance sont vers le haut de la tige. Donc, de plus en plus on remonte vers le haut, plus on a des feuilles qui sont en croissance et sont jeunes. Donc, par exemple, cette plantule de maïs que vous voyez ici, s'il y a une déficience, donc une carence en azote, ça va se manifester au niveau des feuilles âgées que vous voyez ici par une chlorose, puisque l'azote est primordial dans la synthèse de la chlorophylle. Donc, c'est pour ça qu'on a ce jaunissement au niveau des feuilles âgées. Par contre, les feuilles jeunes restent vertes puisque la carence n'est pas arrivée à leur niveau. L'azote prélevé au niveau des racines va être mobilisé vers les feuilles jeunes. C'est seulement lorsque la carence est sévère et prolongée qu'il y aura le jaunissement de toutes les feuilles de la planture. Donc, vous voyez le jaunissement des feuilles inférieures matures parce que l'azote est très mobile au sein de la plante. Donc, pour récapituler ce qu'on vient de dire, donc si un élément essentiel est mobile,
les symptômes de carence ont tendance à apparaître en premier dans les feuilles les plus âgées. La carence d'un élément essentiel immobile sera évidente plutôt dans les feuilles jeunes puisqu'il est immobile, donc il ne sera pas immobilisé vers les feuilles jeunes. Et donc s'il y a une carence, une déficience, ça va se répercuter au niveau des feuilles jeunes. Bien que les mécanismes précis de la mobilisation des éléments nutritifs n'est pas encore bien compris, c'est pas bien élucidé, c'est en cours d'investigation, mais on soupçonne qu'une hormone végétale, c'est-à-dire la cytokinine ou les cytokinines, donc ces hormones végétales, interviendraient dans ces phénomènes de mobilisation. Je crois que vous avez eu l'occasion de voir en automne que les feuilles changent de couleur, donc elles virent vers le jaune, l'orangé, le pourpre, rougeâtre, etc. Parce que justement, pendant l'automne, la durée de la journée, elle va baisser et donc il y a une diminution de la synthèse de la chlorophylle. Et normalement, la chlorophylle, elle est sur la surface supérieure des feuilles, donc elle cache ses pigments. Normalement, ces pigments existent chez la feuille, au niveau de la feuille, mais elle est donc couverte par la chlorophylle, donc elle est cachée par la chlorophylle. Et en fait, lors justement, chez ces arbres à feuilles caduques, c'est-à-dire qui perdent leurs feuilles pendant l'automne, et même l'hiver bien sûr, elles vont remobiliser. Donc ces arbres, ils vont remobiliser les éléments minéraux essentiels, notamment l'azote, le phosphore, le potassium, les trois éléments essentiels très importants et qui font toujours déficience dans les sols agricoles. Et puis 25% de magnésium sont retirés des feuilles sénescentes qui vont tomber pour être stockés au niveau de l'arbre, du tronc de l'arbre, donc au niveau de la tige. Et donc, lors du retour du beau temps, c'est-à-dire au printemps, ces éléments vont être remobilisés vers les feuilles jeunes en croissance. Donc, vous voyez ces arbres à feuilles caduques qui sont complètement nus, qui vont perdre leurs feuilles, ou le changement de coloration des feuilles parce que justement en automne la durée du jour va diminuer et donc la capacité des plantes à synthétiser de la chlorophylle devient réduite. Et donc la photosynthèse elle va diminuer parce que la lumière elle est déficiente, l'intensité lumineuse diminue et donc les, les plantes ne sont pas en activité photosynthétique. Et donc, ces pigments comme les caroténoïdes, les xanthophiles, donc qui donneraient cette coloration jaune-orange, toujours présents dans les feuilles, commencent à être visibles parce qu'ils étaient cachés, comme je disais, par la chlorophylle. Et donc, tous les éléments nutritifs mobiles vont être mobilisés vers la tige donc pendant cette période hivernale, automnale et hivernale. Et puis, les cellules sénescentes, c'est-à-dire les feuilles qui vont tomber, vont produire d'autres produits chimiques comme les anthocyanes qui donnent cette coloration rouge et pourpre que vous voyez sur certaines espèces végétales, des feuilles de certaines espèces végétales et même certains conifères comme les chênes vont produire de grandes quantités de tanins qui donneraient cette coloration brune. Donc tous ces métabolites secondaires, ces pigments joueraient un rôle très important comme antioxydants et appartiennent à la famille des flavonoïdes et là, donc à la grande famille des polyphénols. On en parle beaucoup qui donc jouent un rôle important comme antioxydants, antibactériens, antifongiques, etc. Deuxième sous-paragraphe, les concepts de concentration critique et de carence. Donc, l'analyse des tissus végétaux révèle des carences minérales et donc comment la déficience minérale va perturber le métabolisme et le fonctionnement des plantes. Donc, comme vous le voyez sur cette courbe, donc, on a trois zones
la zone de déficience, la zone adéquate et la zone toxique. Comment on peut tracer ce genre de courbe? C'est tout simplement en mettant donc les plantes testées en hydroponie dans une solution nutritive qui contient tous les éléments minéraux essentiels, sauf un seul élément. On va l'ôter, on va l'additionner à des concentrations croissantes. Et c'est ce qui va nous permettre de tracer cette courbe qu'on appelle la courbe d'action, qui est très très importante pour savoir le besoin de la plante en un élément bien déterminé. Donc, comme vous le voyez ici, quand les concentrations sont très faibles, on est dans la déficience et il y a une inhibition cruelle et importante de la croissance et du rendement. À partir de cette concentration critique, c'est-à-dire la concentration qui nous permet d'obtenir la croissance maximale, on est après dans la zone adéquate. Même si on ajoute des concentrations plus élevées de l'élément, on n'arrive pas à augmenter la croissance. C'est ce qu'on appelle la zone de luxe où le rendement il n'est pas amélioré et donc c'est une perte en fait. Et c'est ce qu'il faut que les agriculteurs sachent, c'est que ça veut dire que même s'ils vont ajouter des concentrations élevées en engrais, ça ne sert à rien. C'est parce que les engrais minéraux coûtent très très cher. Et en plus, ils peuvent engendrer des pollutions très importante au niveau de l'environnement. C'est pour ça que cette courbe d'action est très très importante. Donc, vous voyez ici, ça ne sert à rien d'ajouter des concentrations élevées puisque on ne va pas améliorer ni la croissance ni le rendement. Et au contraire, si les concentrations deviennent encore plus importantes, on tombe dans la toxicité comme vous le voyez ici. Donc, la variation de la concentration de cet élément nutritif au cours de la croissance des plantes se répercute sur la croissance et sur le rendement. Et donc, la concentration critique, c'est quoi? Donc, c'est justement la concentration des éléments nutritifs au-dessous de laquelle le rendement ou la croissance est réduite. C'est-à-dire, on tombe euh, juste après, au-dessous de cette concentration, on tombe dans la déficience et le rendement est fortement inhibé et réduit. Donc, pour récapituler, au-dessous de la concentration critique, le niveau de nutriments limite la croissance. Par contre, ici, au-dessus de cette concentration critique, il n'y a aucun avantage net, c'est-à-dire ça ne sert à rien, comme je dis, d'augmenter les concentrations, puisque on retrouve la concentration critique, donc c'est la concentration qu'il faut appliquer pour avoir le maximum de rendement et de croissance. Et puis, malheureusement, on peut même tomber dans la toxicité si on ajoute des concentrations très, très élevées de l'élément en question. Donc, une carence signifie que la concentration est inférieure à la concentration critique, mais ne signifie pas que l'élément est totalement absent. Donc, quand on va parler de carence ou déficience, ça veut dire qu'on est dans des concentrations au-dessous de la concentration critique. Pour chaque plante, le besoin en un élément particulier est défini par le terme concentration critique, qui est la concentration mesurée dans les tissus et située juste au-dessous de la concentration qui provoque la croissance maximale, d'après la définition donnée par Austin en 72. Si la concentration ajoutée est supérieure à la concentration critique, aucun effet, donc aucun bénéfice, on est dans l'optimal. Et donc, ça ne sert à rien d'ajouter des concentrations supérieures à la concentration critique. Par contre, si la concentration est inférieure à la concentration critique, la croissance diminue d'une façon brutale et le contenu en nutriments devient déficient. Quand la concentration tissulaire en un élément devient très importante, ce nutriment devient toxique. En macroéléments, la toxicité elle est vraiment rare, mais elle est courante dans le cas des microéléments, puisque la plante elle en a besoin qu'à des concentrations infinitésimales vraiment très très faibles. Donc on peut tomber rapidement dans la toxicité avec les microéléments. Par contre, avec les macroéléments, la plante elle en a besoin des concentrations beaucoup plus avec des proportions et des concentrations élevées et donc
la toxicité, elle est rare. Donc sur ce tableau, justement, on voit la toxicité en microéléments chez le géranium. Donc vous voyez le bord, le cuivre, le fer, le manganèse, le molybdène et le zinc, qui sont tous des oligoéléments à des concentrations très faibles de l'ordre de 0,25 à 0,5 millimolaires. On ressent déjà et on voit les symptômes de toxicité chez le géranium. Donc vous voyez le jaunissement des feuilles, la réduction de la croissance. Donc vous voyez même certains chloros, c'est-à-dire nécrose, je veux dire la mort des tissus foliaires. Donc vous voyez ces micro-éléments ajoutés à des concentrations très faibles, de l'ordre de 0,5 millimolaires, et on est déjà dans la toxicité. Donc il faut faire très attention avec les microéléments. Donc j'arrête là pour vous dire à la prochaine pour continuer sur ce cours.